Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ma présentation de les films de 2021. Donc comme vous commencez à avoir l'habitude sur la chaîne, j'aime bien faire des petites rétrospectives de tous les films que je suis allé voir dans une année. Comme vous l'aurez deviné, nous ne sommes plus en 2021. J'ai pu récupérer tous les films que j'avais vus qui datent de 2021 grâce à cet incroyable outil qui est Letterboxd. Et j'ai pu en faire un top grâce au même outil que Zach, petite dédicace, m'a codé pour pouvoir faire mes petits tops dès que j'ai une liste de quelque chose. Et donc du coup, vu que si je continue à faire les films que je suis allé voir dans l'année passée, je vais sortir qu'une vidéo par an, je me suis dit ça serait bien de revenir sur les années passées. Donc comme vous le voyez, je vous ai fait une magnifique présentation dans le style de l'époque. Je me suis habillé moi-même dans le style de l'époque. Et du coup, on va pouvoir revenir sur une grosse vingtaine de films que j'ai vus qui datent de cette année. Des moins bons, des meilleurs, des gros coups de cœur. Il faut noter que ce n'est pas que des films que j'ai vus en 2021 parce que y a des films que j'ai vus bien après ça. Et donc voilà, j'espère que ma présentation va vous plaire. Et du coup, on va commencer tout de suite avec le premier film. Attention, suspense. Nous allons commencer avec Venom, Let There Be Carnage, le deuxième opus de la saga Venom, réalisé par Andy Serkis avec Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomi Harris, et qui du coup raconte l'histoire de Eddie et Venom qui vont devoir combattre le symbiote Carnage. Carnage du coup qui possède un prisonnier un petit peu psychopathe qui s'appelle de mémoire Claysus Cassidy, quelque chose comme ça, et qui du coup une version beaucoup plus énervée, beaucoup plus malveillante que Venom, qui déjà de base est censé être un petit peu malveillant. Que dire de ce film? D'ailleurs c'est marrant que... Oui, Tom Hardy. Que dire de ce film? Donc c'est la suite de Venom. Moi le premier Venom je l'avais trouvé un petit peu nanardesque, mais il avait ça de charmant que il se prenait extrêmement au sérieux et il avait aucune réflexion sur lui-même, et ça rendait le film un petit peu charmant, ce film un petit peu qui se prend beaucoup trop au sérieux et qui n'est ni plus ni moins qu'une opportunité de Sony pour pouvoir garder les droits de certains personnages avant de tout céder à Marvel, et en même temps de surfer sur le succès du Marvel Cinematic Universe qui en 2021 était quand même encore un petit peu... ça commençait un petit peu à s'éteindre parce que Endgame c'était sorti depuis un moment, mais il y avait quand même moins de fatigue de super-héros qu'on peut l'avoir aujourd'hui en 2026. Ce deuxième opus par contre il a du coup beaucoup trop de problèmes, c'est-à-dire que il a arrêté on va dire de se prendre au sérieux, et en fait ça aurait pu être une bonne chose, ça aurait pu être la libération de la saga Venom, en faire un truc vraiment trash qui va extrêmement loin, etc. Mais au final en fait ça sert juste à faire des blagues pour désamorcer des situations, et voilà. Et en plus donc Carnage qui est un méchant qui normalement est vraiment terrifiant, c'est un tueur en série, c'est vraiment genre horrible. Ils en ont fait une espèce de version édulcorée pour enfants. Alors il faut savoir que les films Venom ont énormément de succès en Chine, donc ça peut s'expliquer par là, mais il y a un truc que je m'explique pas vraiment si le film a eu autant de succès en Chine, c'est que dans ce film-là, comme dans le premier, mais c'est surtout dans celui-là, il y a beaucoup de sous-textes qui présentent la relation entre Venom et Eddie Brock comme une relation, une romance entre hommes en fait, ce qui est plutôt très très mal vu en Chine, hein. Si vous avez remarqué, il y a beaucoup de blockbusters qui essaient de draguer le marché chinois qui, sont très 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 discrets quand il s'agit de montrer des relations homosexuelles dans leurs films. Donc voilà, c'est assez étonnant. J'ai pas grand chose à dire de plus sur Venom Let There Be Carnage. Je vous le recommande pas vraiment, honnêtement, à part si vous voulez faire une petite rétrospective. Et je n'ai pas non plus vu le troisième opus du coup qui est sorti en 2025. Et si vous voulez voir les films que j'ai vus en 2025, je vous invite à aller voir une autre vidéo qui est sortie un petit peu plus précédemment sur la chaîne. Voilà. On va ensuite enchaîner avec du coup le film qui va se trouver à la 20e place, parce que oui, du coup il y aura 21 films dans cette sélection. Suspense. Encore un Marvel. On va parler de Shang-Chi, la légende des 10 anneaux.
Alors Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, c'est un film de Destin Daniel Cretton avec Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung et Michelle Yeoh. Qu'est-ce que ça raconte Shang-Chi? C'est un film que j'ai vu en 2021 pour le coup, donc je m'en souviens pas très bien, je vais vous raconter tout ça de tête, mais globalement voilà, c'est un Marvel, il n'y a pas grand chose à en dire, et je l'ai mis au-dessus de Venom parce que ça a le mérite d'être un plutôt bon film d'arts martiaux assez divertissant avec des plutôt beaux combats et ça se barre en mode yokai etc vers la fin. Ça raconte quoi? C'est un mec qui fait des arts martiaux et globalement il y a un type qui est lié à ses ancêtres, qui a 10 anneaux qui le rendent surpuissant, qui veut faire des trucs de méchant, je crois, je sais plus, mais globalement c'est des gens qui font des arts martiaux. C'est plutôt aussi bien produit qu'un Marvel peut l'être, mais c'est assez inoffensif, voilà. Un peu stylé quand le perso se révèle à la fin. Je sais même pas si on va revoir Shang-Chi un jour dans l'univers étendu Marvel, mais voilà. Pour le coup, c'était un film d'arts martiaux un peu débile. J'ai pas grand chose à en dire. Je suis un peu allé le voir au pif parce que j'avais des potes qui étaient de passage sur Limoges et du coup, je les ai suivis aller voir ce truc, mais franchement, bon. Pas grand chose à dire de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Du coup je passe rapidement sur celui-là. Je suis désolé s'il y a des fans de Shang-Chi qui me regardent cette vidéo, je suis pas avec vous. Voilà, on va passer au film suivant. Suspense. En 19ème position, mais dis donc Marvel, on fait tout le bas du classement ou quoi? Nous avons Spider-Man No Way Home, réalisé par John Watts avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Willem Dafoe, Alfred Molina, Tobey Maguire, Andrew Garfield et tous les acteurs qui ont un jour joué de près ou de loin dans la saga Spider-Man. Bon, après Doctor Strange and the Multiverse of Madness, ah non, je me trompe peut-être que Doctor Strange c'est dans les films de 2022. C'est possible. Je sais plus. Je m'en souviens plus. Bref, j'avais un petit peu d'espoir de voir ce film enfin un Spider-Man qui allait être un peu sérieux, mais en fait au final c'est juste fanservice sur fanservice, c'est juste on met des anciens acteurs pour lesquels les gens ont des affects. Pour moi ce film là c'est le film qui a signé l'arrêt de mort de Marvel à la sauce Disney, à savoir où c'est un film qui se regarde le nombril sur ce qui a été fait sur la saga Spider-Man en essayant de reproduire des choses sans jamais arriver ne serait-ce qu'à la cheville de la cheville des films précédents. C'est vraiment nous mettre des anciens acteurs, des anciens méchants, les faire revenir et les faire s'affronter de manière comme des Pokémon qu'on essaie d'attraper. On fait des références à des vieux trucs sans jamais avancer. Moi j'aime plutôt les choses qui sont tournées vers l'avenir, on va dire. Et là vraiment pour le coup voilà. Pourquoi il est au-dessus des deux autres ? Honnêtement, parce que je me suis un peu fait avoir par certains trucs de nostalgie. J'avoue, j'ai grandi avec les films Spider-Man de Sam Raimi, donc revoir Alfred Molina reprendre le rôle de Dr Octopus, c'était quand même un petit plaisir, même s'il est vraiment ridiculisé. Exactement pareil pour Willem Dafoe. Et Tobey Maguire, j'avoue que ça m'a pas fait tant plaisir que le revoir parce que il a plus du tout la tête. Enfin, vraiment, je ne crois pas que ce mec est Spider-Man à aucun moment. Donc voilà. Je sais pas ce qu'ils vont en faire plus tard en Big 2026, mais honnêtement, voilà. C'était le podium de merde de l'année 2021. Pour moi, c'est que du Marvel. On va pouvoir passer peut-être à autre chose, ou alors peut-être qu'il y a encore un Marvel dans cette liste. Je sais pas, je me souviens plus exactement du classement en plus, donc voilà. Mais du coup, on va passer au film suivant, qui sera à la 18e place. En 18e place, nous avons Suspense. No Time to Die, Mourir peut attendre, je crois, en version française, qui est le dernier James Bond avec Daniel Craig et qui est réalisé par Kari Joji Fukagana, avec Daniel Craig, Léa Seydoux et Rami Malek. Que dire ?
Que dire de ce truc ? Du coup, on suit donc les aventures de James Bond après les événements de 007 Spectre, où il a rencontré du coup le personnage qui est joué par Léa Seydoux, que j'ai oublié, qui est juste là pour être la James Bond girl, qui est du coup rattrapé par son passé, qui est lié avec un méchant qui s'appelle Rami Malek, et qui est joué par Rami Malek, et qui du coup va mettre en déroute notre agent britannique préféré. Ça va avoir une influence sur leurs histoires d'amour, et ça va avoir machin et tout, et puis voilà, il va plus ou moins être suggéré qu'à la fin notre James Bond meurt. Voilà, c'était aussi médiocre que beaucoup des James Bond avec Daniel Craig. Pour moi, le seul qui vaille le coup, c'est Skyfall, réalisé par Sam Mendes. Tous les autres, je les trouve interchangeables et oubliables au possible. Et celui-là ne fait pas exception. J'ai très peu de souvenirs du film, honnêtement. C'est pour vous dire à quel point il m'a marqué. Voilà, No Time to Die, c'était pas terrible. En plus, j'aime pas spécialement l'acteur Rami Malek, et je trouve qu'il a pas forcément la carrure pour jouer un méchant de James Bond. Et donc voilà, c'était No Time to Die. Je sais même pas ce que je pourrais dire de plus. Voilà. Je crois qu'il y a Ana de Armas dans le film à un moment. Oui, il y a Ana de Armas. De mémoire, la séquence avec Ana de Armas est cool. J'aime bien cette actrice. Voilà, je vous le dis. Mais franchement, ouais. Un gros flop pour moi, ce No Time to Die dans mes souvenirs. Voilà, on va pouvoir passer au film qui se trouve en 17e position. Suspense. Il s'agit de The Black Phone, réalisé par Scott Derrickson avec Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw et Jeremy Davis. Petit film d'horreur un petit peu inattendu. Là on va commencer dans les trucs on va dire assez moyens mais qui ont des petits trucs intéressants. Black Phone du coup raconte l'histoire d'enfants dans une petite ville où il y a d'autres enfants qui se mettent à disparaître, et un jour le gamin principal va disparaître et il va se retrouver séquestré dans une cave dans laquelle se trouve un téléphone, et ce téléphone va permettre à ce jeune homme de parler aux fantômes des autres enfants qui sont morts dans cette cave. Voilà, grosse ambiance, l'idée est cool parce que du coup on va suivre ce gamin qui va être pour la plupart du film enfermé dans cette cave, et qui du coup, grâce aux autres enfants, aux victimes précédentes, va réussir de manière très didactique, un petit peu comme dans un jeu vidéo, un petit peu comme dans un escape game finalement. Imaginez un escape game où tout ce que vous avez c'est un téléphone où vous pouvez parler aux anciennes personnes qui étaient enfermées là-dedans. Il y a plein de petites mécaniques que j'aime bien, genre par exemple dès le début de la séquestration, le ravisseur va venir donner à manger, et quand il va remonter il ne va pas refermer la porte, et en fait c'est un peu tout le jeu un petit peu pervers de cette personne, c'est que en fait il attend à la sortie de la cave avec sa ceinture pour battre à mort les enfants qu'il a kidnappés, ce qui est horrible, hein. Mais du coup pendant tout le truc le gamin il est tenté d'essayer de sortir, mais du coup très vite quand il essaie de sortir il entend le téléphone sonner que dans sa tête, hein. Il décroche et on lui explique très vite non faut pas que tu sortes, c'est un piège, etc. Enfin voilà, c'est assez malin, et du coup tout ce truc un petit peu jeu vidéo ludique est assez sympathique dans ce truc de essayer d'avoir des informations qui vont lui permettre du coup de déplacer un meuble pour essayer d'atteindre une fenêtre, trouver un outil qui va permettre de essayer de creuser un trou je ne sais où, etc. Et voilà, dans mes souvenirs il y avait ce côté qui était un petit peu fun, mais dans mes souvenirs, même si je me souviens plus de la fin pour être totalement honnête, toute la résolution, toute la fin était un petit peu téléphoné, sans mauvais jeu de mots. Le film s'appelle Black Phone, vous avez compris, la fin est un petit peu téléphonée, mais voilà, toute la fin était un petit peu téléphonée, un petit peu trop expédiée, et donc du coup voilà, j'en garde pas un souvenir impérissable, même si le concept de prime abord m'avait pas mal séduit. Voilà. Du coup on va enchaîner avec le film qui se trouve à la 16e place avec Suspense.
Zack Snyder's Justice League. Alors, de mémoire, Justice League, c'est un film qui est sorti peut-être en 2019, je crois, réalisé par Josh Whedon, mais qui à la base devait être réalisé par Zack Snyder. Et en 2021, on a enfin eu accès à la version de Zack Snyder, qui est une version de 4 heures, qui est faite en 4/9, avec des couleurs beaucoup plus sombres, beaucoup plus ternes, etc. etc. Alors... Donc c'est réalisé par Zack Snyder avec Ben Affleck dans le rôle de Bruce Wayne / Batman, Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman, Henry Cavill dans le rôle de Superman et Jason Momoa dans le rôle de Aquaman. Et on a aussi cet acteur-là dont j'ai oublié le nom qui joue Cyborg et Ezra Miller qui joue Flash. J'ai pas vu la Justice League de Josh Whedon, je ne peux pas donc donner mon avis. Mais par contre je peux donner mon avis sur ce truc de 4 heures tourné en 4 tiers. Voilà. On va passer rapidement sur les points positifs du film. Il y a un vrai travail du 4 tiers qui est un format, donc un ratio d'image à l'ancienne. Donc vous voyez ce diaporama, ce magnifique diaporama que j'ai préparé pour vous est en 16/9 avec un format un petit peu large. Mais avant, je sais pas si vous vous rappelez, les télés elles étaient en 4 tiers, un format un petit peu plus carré. Et donc c'est un format qui permet des images qui sont vraiment pas forcément habituelles à ce qu'on est habitué, parce que plus on va au cinéma, plus les formats sont larges. Quand on va au cinéma, souvent c'est des ratios qui sont bien plus larges que le 16/9. Et en fait là ça permet de créer des images qui sont très inhabituelles, très intéressantes. Visuellement on a des choses qui sont assez dingues, avec genre des immenses batailles, avec des champs de bataille, des choses comme ça. Des visions très cauchemardesques, très ralenties, très esthétisées comme Snyder sait les faire. Mais du coup on va revenir sur les défauts du film, et pour moi c'est son réalisateur Zack Snyder qui a vraiment une esthétique du faire du cool pour du cool et sans forcément se questionner sur qu'est-ce qu'il est en train de montrer. Je suis pas du tout fan de tous les films de super-héros qu'il a pu faire. Il a adapté Watchmen qui était longtemps un de mes films préférés, mais c'était mon film préféré avant de lire la BD, parce que le film ne raconte pas du tout la même chose que la BD, principalement politiquement, parce que Zack Snyder a voulu faire de l'image cool en adaptant ce comics sans se demander ce que ce comics racontait. Et je comprends du coup pourquoi Alan Moore, l'auteur de la bande dessinée, a détesté le film de Zack Snyder. Et en fait c'est un petit peu le même problème que j'ai avec cette Justice League, c'est que en fait c'est vraiment genre voilà du cool pour faire du cool, et au final ça fait un peu genre ouais, on va mettre des mecs musclés, puis des tanks et des champs de bataille, enfin genre, c'est un peu beauf quoi, voilà, c'est esthétiquement beauf, genre c'est l'esthétique de la beaufitude, je sais pas quoi dire de plus, voilà, et un peu mascu bizarre, enfin, même le Superman d'Henry Cavill avec son costume noir qui est genre, enfin, c'est bon quoi, genre en mode voilà, on a compris que pour toi Superman c'est ni plus ni moins qu'un giga Chad, enfin genre voilà, c'est pas intéressant. Enfin, en tout cas moi ça m'intéresse pas. Mais bon, il y a des belles images, notamment moi je pense beaucoup vers le début du film, tout le moment où on voit les anciens enterrer les Mother Box, ou même le moment où du coup Diana récupère la flèche en feu dans le temple, je ne sais où, le temple des Amazones, je sais pas quoi, genre, il y a un plan qui est magnifique où on la voit en entière cadrée avec la flèche qui qui coupe l'écran en deux. C'était assez joli, mais voilà. Malheureusement, c'est de la belle image, c'est du cool pour faire du cool, et c'est pas forcément une démarche qui m'intéresse quand je vais au cinéma, c'est-à-dire que malheureusement on ressent pas grand-chose quoi devant ces belles images. Voilà, à part dire waouh c'est beau, c'est tout. Il y a pas de sens derrière quoi. L'image ne raconte pas grand-chose finalement. Voilà, nous allons ensuite passer au film en 15e position. Il s'agit de Suspense. Il s'agit de The French Dispatch. Alors, j'ai pas eu assez de place pour mettre tout le casting, parce que bon, comme d'habitude dans les films réalisés par Wes Anderson, il y a un tas de gens, mais bon, Bill Murray, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Adrien Brody, il y a aussi Timothée Chalamet, Léa Seydoux, j'en passe, et des meilleurs et des pas mûrs. Alors, The French Dispatch, qu'est-ce que c'est ? C'est un film qui est composé de plusieurs courts-métrages qui sont reliés entre eux par le fait que tous ces courts-métrages sont en fait des histoires qui vont être traitées dans un journal qui s'appelle The French Dispatch, qui est un journal américain qui publie en France du coup. Donc je me souviens plus exactement de toutes les histoires,
De mémoire, il y en a une qui raconte l'histoire d'un prisonnier, du coup quelqu'un qui est en prison, qui est joué par Benicio del Toro, qui va du coup dont les œuvres vont être convoitées et donc comment dire, il va lier son art et le fait que les gens convoitent ses peintures pour créer un plan pour s'échapper de la prison tout en ayant une relation avec une des gardiennes qui est interprétée par Léa Seydoux, qui est un petit peu sa muse dans le film. On va également suivre du coup un étudiant qui va plus ou moins essayer de mener une sorte de révolution sur voilà, un étudiant un peu en mode mai 68 un peu, tu vois, voilà, qui est joué par Timothée Chalamet. Et la dernière histoire, il me semble que c'est une histoire d'empoisonnement ou de meurtre avec des histoires de cuisine, mais ça pour le coup je m'en souviens plus très bien. Le tout du coup entrecoupé de ces moments au journal où ils discutent dans la rédaction de pourquoi, machin, comment, voilà. Comme d'habitude avec Wes Anderson, esthétiquement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment parfait. Le casting XXL avec que des acteurs qui jouent trop bien, machin, tout est symétrique. Chaque court-métrage a son esthétique, il y en a qui sont en noir et blanc, vraiment un peu éthérés, d'autres un peu plus documentaires à l'ancienne. Vraiment, c'est vraiment trop bien, pour le coup, visuellement. Mais par contre, pour moi, The French Dispatch, c'est le film qui m'a perdu. Parce que c'est vraiment ça fait beaucoup d'efforts pour se rendre très très peu accessible. Je préfère quand même The French Dispatch aux deux suivants, donc Asteroid City et The Phoenician Scheme. Quoique non, je pense que je préfère quand même The Phoenician Scheme à The French Dispatch. Mais disons que voilà, c'est des refs à des films extrêmement pointus que personne n'a vu, des trucs un peu théâtreux, que voilà, qui c'est presque fait exprès pour que tu comprennes pas de quoi on parle. C'est volontairement confus et ça c'est un truc que j'aime pas. J'aime quand les films font un minimum d'efforts pour se rendre accessibles. Et donc voilà, donc au-delà du plaisir de voir autant d'acteurs extrêmement connus et extrêmement talentueux s'amuser de fou dans un film, je trouve que ce film n'a pas vraiment d'intérêt pour le coup. Donc voilà, mais j'ai quand même apprécié l'esthétique, c'est pour ça du coup qu'il se retrouve en 15e place autour des films, avant les films desquels j'ai pu parler jusqu'à maintenant. Voilà, nous allons passer du coup à la 14e position avec Don't Look Up, réalisé par Adam McKay avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill et du coup Timothée Chalamet, Ariana Grande et tout, vraiment encore un casting XXL pour du coup une comédie un petit peu satirique qui va suivre un scientifique qui un jour va se rendre compte, deux scientifiques qui un jour vont se rendre compte qu'une comète file trop droit sur la Terre et va la détruire. Et vont essayer d'alerter le monde et ils vont se heurter au fait que les gens ils s'en foutent un peu globalement, ils sont en mode non mais on a le temps machin et tout, voilà. C'est évidemment du coup une métaphore du réchauffement climatique qui est du coup une menace existentielle pour la Terre entière. Ce film est sorti en 2021 vu que c'est une vidéo de film de 2021. Est-ce que les mentalités ont évolué à ce sujet ? Je sais pas trop. Voilà. J'ai bien aimé ce film, honnêtement. Je trouve que la comédie américaine comme ça, on en fait plus assez à mon goût. Et donc voilà, c'est vraiment extrêmement satirique. C'est un petit peu ironique de faire des films pour parler de ça avec des acteurs qui sont, la production hollywoodienne c'est quand même un gros désastre écologique, donc bon c'est un petit peu particulier de voir ça, mais en même temps comment est-ce qu'on parle de ce sujet, c'est toujours extrêmement délicat. Je vous déconseille ce film du coup si vous êtes éco-anxieux, parce que pour le coup c'est pas des plus rassurants, mais du coup voilà, on observe comment beaucoup de gens, notamment des gens en position de pouvoir, sont complètement déconnectés de ce genre d'enjeux, et c'est assez glaçant. Et même du coup dans la population on voit tout un tas de différentes réactions sur ce truc là. Le sous-titre français c'est Don't Look Up, déni cosmique, donc ça colle assez bien au mood général du film. Voilà, si vous voulez une plutôt bonne comédie un petit peu amère, je vous recommande ce film, même si honnêtement je trouve finalement le film assez inoffensif, notamment de par son aspect comédie, même si la fin est plutôt sombre on va dire, et que j'aime bien un petit peu la morale du film quand dès que le film essaie d'expliquer un petit peu qui sont les gens qui
profite des autres, etc. Enfin voilà, le film est assez marrant là-dessus, mais bon, ça reste un film assez inoffensif quand même à mon sens, même si, bon, est-ce qu'on peut faire beaucoup plus ? Ouais, je sais pas. Mais voilà, donc Look Up des Nico Speak, c'est sympathique. Voilà. Ensuite, film suivant en 13e position, nous avons Adieu les cons. Nous avons Adieu les cons, réalisé par Albert Dupontel avec du coup Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Jackie Berroyer, je sais pas. Du coup voilà, alors vous l'avez peut-être remarqué, je sais pas si c'est le premier, mais des fois il y a le titre anglais, c'est parce qu'en fait j'ai utilisé Letterboxd pour mes titres de films, et c'était plus simple de tout importer comme ça, parce que enfin voilà, petit aparté, en fait j'ai codé mon PowerPoint de façon à ce que du coup j'ai juste à rentrer les films, les résumés, les acteurs, et pareil du coup en gros il allait chercher dans une liste, et la liste venait de Letterboxd, et sur Letterboxd c'est les titres anglais avant les titres français, donc voilà. Du coup on va découvrir ensemble les titres français, les titres anglophones de certains films français. Mais du coup, Adieu les cons, réalisé par Albert Dupontel, avec Virginie Efira, avec tout un tas d'autres acteurs. Du coup, on suit Virginie Efira qui souhaite retrouver un enfant qu'elle a accouché sous X parce qu'elle a une maladie qui va bientôt la tuer. Et elle va croiser, donc elle va se heurter du coup à l'administration française. Ça se passe dans un futur un petit peu proche. On ne sait pas trop à quelle époque ça se passe, je veux dire. Et en parallèle de ça, elle va croiser la route d'un employé de cette administration qui est sur le point de mettre fin à ses jours. Et du coup, tous les deux, ils vont un petit peu se révolter un petit peu contre ce système qui est très déshumanisant, etc. Et ils vont vivre une espèce d'aventure un petit peu loufoque, avec tout un tas de personnages un petit peu loufoques, qui du coup va les mener à essayer de retrouver cet enfant accouché sous X, et potentiellement faire d'autres trucs après, liés à cet enfant ou non. Je vais pas trop en dire. Je trouve le film extrêmement drôle, extrêmement touchant, extrêmement émouvant. J'en ai des très très bons souvenirs en tout cas. J'ai beaucoup aimé du coup toutes les... il y a un côté un petit peu BD, un petit peu cartoon dans les personnages secondaires. Je pense notamment à un personnage de médecin qui est joué par Ken Kojandi, qui m'a laissé des souvenirs assez drôles, genre... le médecin qui parle comme qui a du mal à déchiffrer l'écriture de médecin, enfin ce genre de choses. Il y a un personnage aveugle aussi qui a beaucoup de gags très drôles autour de sa cécité. Voilà, je sais pas quoi dire de plus sur Adieu les cons, j'en ai vraiment un très très bon souvenir. Je suis pas allé voir les films plus récents de Albert Dupontel, mais du coup voilà, Adieu les cons, pour le coup voilà un bon petit film à rattraper si jamais vous l'avez raté, assez touchant, assez drôle, et vraiment voilà un bon petit film, comédie d'aventure, un peu drama, un peu cynique aussi, enfin pas cynique, c'est pas le mot que je cherche, mais un peu satirique, comme Don't Look Up précédemment. Voilà, je vous recommande chaudement Adieu les cons de Albert Dupontel. Film suivant, en 12e position, nous avons Pig, réalisé par Michael Samorski, avec Nicolas Cage, Alex Wolff, Adam Arkin, Cassandra Violet. Alors, dans Pig, on suit un homme qui vit en ermite avec son cochon truffier, et qui est extrêmement doué, lui et son cochon, pour retrouver des truffes. Et donc, tout l'élément déclencheur de toute cette histoire, ça va être le jour où quelqu'un va kidnapper ce cochon truffier. Et donc, du coup, le personnage de Nicolas Cage va devoir retourner en ville sur les traces de son passé pour essayer de retrouver son cochon truffier. Et du coup il va être confronté à plein de gens de son passé, des environnements, des personnes, etc. Ce qui du coup va donner un film très lent, très particulier. C'est pas du tout le genre de jeu auquel Nicolas Cage nous a habitués. Il est vraiment extrêmement dans la retenue. On s'attend à un truc un petit peu à la John Wick, en mode film de vengeance, et vraiment pas pour le coup. Enfin, pas au sens où on l'entend. Et du coup voilà, donc il y a toute une histoire avec sa fille, il y a toute une histoire autour de restaurants, de choses comme ça.
Pareil, le climax de ce film, donc toute la partie, l'apothéose, le grand final, c'est pas du tout ce à quoi vous vous attendez, et c'est quelque chose d'assez surprenant et d'assez plaisant. J'en dis volontairement pas beaucoup sur ce film parce que c'est vraiment un film qui se découvre et qui se déguste comme une petite pépite un petit peu cachée. Voilà, Pig, c'est un petit coup de cœur. Je l'ai pas vu en salle malheureusement, j'aurais beaucoup aimé, mais quand je l'ai rattrapé, ça a vraiment été un petit coup de cœur, une petite pépite un petit peu cachée. Film très inattendu, surtout de la part de Nicolas Cage, qui nous a habitués à des rôles beaucoup plus explosif, explicite, bruyant, qui occupe l'espace. Là, il est tout en retenue et franchement, c'est un registre dans lequel j'aimerais beaucoup plus le voir. Ça rappelle un petit peu plus ce qu'on pouvait voir genre dans Adaptation de Spike Jonze, du coup, que j'aime beaucoup aussi avec Nicolas Cage. Et donc voilà, un peu mélancolique comme film. Et donc du coup, voilà, je vous recommande vivement de regarder Pig si vous ne l'avez pas vu. Voilà, on va enchaîner avec du coup la 11e position. Toujours un peu de suspense. Et nous avons Inside, réalisé par Bo Burnham, avec Bo Burnham, et c'est lui du coup qui fait tout le film. Il a fait tout le film tout seul chez lui pendant le confinement. Bo Burnham à la base c'est un humoriste. Qui fait de l'humour un petit peu introspectif, un petit peu mélancolique, un petit peu... Voilà, il parle de relations, il parle de plein de choses, il parle de ses angoisses, etc. De manière très touchante, un petit peu détachée, vraiment, machin. Et la particularité de Bo Burnham, c'est qu'il fait énormément de chansons sur scène. Il a des chansons un peu humoristiques, etc. Et donc, pendant le confinement, il a du coup réalisé un spectacle chez lui, où du coup c'est entièrement des chansons, donc c'est lui qui réalise, il a fait plein d'images et tout, il y a un vrai travail de mise en scène de soi qui est assez dingue, en étant du coup coincé chez lui pendant le confinement, voilà. Et donc du coup il y a toute une partie où il explique qu'en fait, pendant une époque il avait arrêté de faire des performances sur scène parce qu'il se mettait à avoir des crises d'angoisse sur scène, et quand il s'est enfin remis à vouloir revenir sur scène, c'est là qu'arrivait le confinement. Donc ce thème là c'est un petit peu tout ce qui... toute la mélancolie que vous retrouverez dans ce film, dans ce spectacle, mais c'est un long métrage donc je le mets dans la catégorie des films. C'est ce qui est insufflé. Pour les défauts, je trouve qu'il y a des sketchs qui sortent un petit peu de nulle part, qui sont genre border un peu sexistes, mais bon, ça reste bon enfant, donc c'est pas non plus voilà, ça c'est pas non plus nocif, mais ça fait tiquer quand même, et c'est dommage dans cette œuvre qui est vraiment extrêmement personnelle, extrêmement intéressante, en fait, assez unique, parce que c'est vraiment, voilà, c'est un peu il y a un peu ce côté réalisateur fou qui a fait ça chez lui tout seul, et vraiment pour le coup la mise en scène de soi, elle est poussée vraiment, vraiment très très loin. Et puis on voit aussi il y a un petit côté observer un génie créatif en train de créer, parce que du coup il y a beaucoup de DIY, on le voit mettre en place ses lumières, allumer un vidéoprojecteur, prendre un micro et se filmer devant pour dire des trucs comme je suis en train de le faire. Je suis en train de réaliser que je suis un peu en train de faire à ma propre échelle Bo Burnham. Bon bref, j'ai pas du tout le talent qu'il a, et j'ai pas le talent musical et le talent de mise en scène de moi, et j'ai pas du tout la patience de faire un long métrage aussi peaufiné que lui, mais disons que voilà, c'est un petit peu le côté DIY est assez appréciable. Et donc voilà, Bo Burnham Inside, si vous connaissez pas Bo Burnham, je vous conseille, il y a beaucoup de chansons qui vont vous rester en tête. Il y a encore aujourd'hui des chansons qui sont dans ma playlist du coup depuis 5 ans maintenant. Et donc voilà, je vous recommande, si vous pouvez passer outre des petits sketchs qui sortent un peu de nulle part, je vous recommande vivement du coup de regarder Inside de Bo Burnham. Voilà. Film suivant, du coup on va attaquer la 10e position avec The Green Knight, le Chevalier Vert, réalisé par David Lowery avec Dave Patel, Alicia Vikander, Joel Egerton et Sarita Choudhury. Alors, le Chevalier Vert, c'est une adaptation d'un mythe arthurien qui porte le même nom, qui raconte du coup l'histoire d'un des neveux de Arthur. Je ne sais plus si c'est Gawain ou l'autre, mais on va dire que c'est Gawain pour les besoins de la vidéo.
Un jour, un colosse vert, un chevalier vert, se présente à la table ronde et défie les chevaliers de la table ronde. Et donc du coup, Gauvin se porte volontaire et d'un coup, vif et assuré, décapite le chevalier vert. Et du coup, le chevalier vert se relève, ramasse sa tête et annonce que dans 3 ans, 2 ans, 1 an, je sais plus, dans un certain temps donné, précis, il reviendra faire la même chose à la personne qui lui a faim. Il reviendra faire subir la même chose qu'il a subi à la personne qui lui a fait subir. Donc en gros, il viendra décapiter Gauvin dans 3 ans. Et donc du coup, on suit Gauvin qui est joué par Dave Patel, qui va, avant que le Chevalier Vert ne vienne le tuer, va partir à la recherche du Chevalier Vert pour le tuer avant que lui ne le tue, globalement. J'ai des très très bons souvenirs de ce film, très onirique, avec beaucoup de enfin comment dire, c'est une adaptation d'une légende arthurienne et je pense que David Lowery, le réalisateur, a bien saisi comment faire un film autour de ça, à savoir en faire un truc vraiment très lent, majestueux, contemplatif, très fable, et il a vraiment rendu ça à la perfection selon moi pour un film. C'est pas un film qui est extrêmement divertissant, il y a des gros moments où il se passe vraiment pas grand chose, où on est dans la pure contemplation. Vu qu'on adapte de manière quand même assez littérale une légende arthurienne, il y a des choses qui peuvent paraître un petit peu étranges au premier abord, mais en lisant quelques pages Wikipédia, on comprend vraiment le pourquoi du comment et c'est vachement intéressant. Je vais pas rentrer dans les détails une fois de plus. Mais du coup, voilà, j'ai un excellent souvenir de The Green Knight par David Lowery et je vous recommande vivement. Du coup, si vous ne l'avez pas vu, malheureusement, ce film n'est pas sorti en salle, donc comme beaucoup, j'ai dû le découvrir sur Amazon Prime. Voilà, c'est bien dommage, mais du coup, quand même, si vous avez l'occasion de regarder Le Chevalier Vert, si vous voulez un film un petit peu étrange, un petit peu particulier, un petit peu spécial qui adapte une légende arthurienne, je vous recommande vivement d'aller voir Le Chevalier Vert. Ensuite, on va enchaîner avec Dune, partie 1. J'ai déjà parlé de la partie 2 dans ma vidéo des films de 2023, si je ne m'abuse. Mais du coup, là, on va parler de la partie... 2024, partie 2, je crois. À vérifier. Mais du coup, Denis Villeneuve, qui a réalisé une adaptation de Dune, avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac et Zendaya. Timothée Chalamet extrêmement présent dans ce top. Mais donc du coup voilà, donc Dune, on suit les aventures de Paul Atreides, qui du coup dont la famille est nommée pour s'occuper de la planète Arrakis, qui est la planète sur laquelle on trouve l'épice, qui est le matériau, on va dire, c'est un peu le pétrole cosmique de l'univers de Dune qui sert à voyager plus vite que la lumière. Et donc du coup, on va suivre tous les petits complots qu'il va y avoir autour de cette planète, pour tous les jeux de pouvoir qu'il va y avoir autour de cette planète pour en avoir la gestion, notamment du coup avec le baron Harkonnen qui va magouiller dans l'ombre pour essayer de savoir ce qui se trame. Avec Dune du coup, donc pour moi il y a quasiment les mêmes problèmes et les mêmes qualités que sur la partie 2. C'est marrant de dire j'ai parlé de la partie 1 avant de parler de la partie 2 avant de parler de la partie 1. Mais donc voilà, les décors sont colossaux. Dans la partie 2, Timothée Chalamet vraiment se révèle en mode leader. Dans ce film-là, il est je le trouve un petit peu moins crédible que dans le second, à voir dans le troisième du coup qui va sortir cette année. Mais du coup, oui, visuellement, cette esthétique extrêmement épurée, qui n'est pas forcément ce qu'on attend dans une adaptation de Dune, où on attend un truc beaucoup moins terre à terre, beaucoup plus dans la spiritualité. Là, on est vraiment dans un espèce de réalisme presque trop froid. Mais moi, ça m'a pas déplu comme approche, parce que du coup, on a vraiment un travail de chaque mur a une texture, chaque objet de science-fiction a un bruit bien particulier, chaque vêtement, on voit bien que l'univers a été pensé, en fait, que presque Denis Villeneuve, il avait une vision, il se projetait tellement dans Dune qu'il envoyait chaque aspect esthétique,
Et du coup, on en oublie un petit peu le côté un petit peu spirituel du livre, qu'on retrouve un petit peu plus dans la partie 2, mais ça se discute si c'est assez... mais bon, voilà, moi je trouve ça assez cool. Mais voilà, le sound design de ce film, c'est vraiment pour moi le plus gros point fort de ce film. Que ce soit les véhicules volants, la gestion, la manière dont est fait la voix, même les boucliers qu'ils ont pour se protéger, les boucliers individuels là, qui peuvent stopper les attaques rapides. C'est vachement intéressant. Le casting est dingue aussi, donc avec tout ça, globalement, voilà, j'aime beaucoup Rebecca Ferguson. Mettez-nous plus de Rebecca Ferguson dans plus de bons films, s'il vous plaît. Qui du coup joue la mère de Paul Atreides, Dame Jessica, je crois, de mémoire. Voilà, qui va du coup apprendre tout un tas de choses à notre Timothée Chalamet national. Voilà. S'il y a un défaut que je trouve au film, je trouve que son plan de fin est ridicule. On dirait une fin d'épisode de série, et je trouve ça un peu dommage. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Genre, c'est juste 3 clampins qui partent au loin. Genre, c'est. Enfin, genre, voilà. Si je devais remettre un prix pour le pire plan de fin de film, je pense qu'il irait à Dune partie 1 de Denis Villeneuve. Voilà. Ensuite, du coup, on va passer à la 8e position avec... Suspense, Last Night in Soho de Edgar Wright avec Anya Taylor-Joy, Thomasine McKenzie, Matt Smith et Diana Rigg. Alors, dans Last Night in Soho, on suit du coup une jeune étudiante qui part à Soho, du coup dans le quartier de Londres, je crois, pour étudier la mode. Et qui va se retrouver dans un logement, dans un logement donc en plein Soho, où le soir elle va se projeter dans les années 70, qui est une époque qu'elle fantasme un petit peu, et donc du coup elle va, donc l'actrice principale est là, elle va du coup plus ou moins incarner la vie d'une jeune femme dans les années 70 dans Soho, donc sortir dans les bars, chanter, danser, etc. Voilà, avec des jolies robes, ça va vachement l'inspirer pour ses créations et tout. Et très vite le film va devenir quelque chose de plus sombre que je ne vais volontairement pas spoiler, mais on va presque tourner sur un truc un petit peu à mi-chemin entre un film de fantôme et un film de tueur en série, et c'est vachement intéressant pour le coup ce qui est fait. Et en plus du coup moi j'aime beaucoup le propos du film, parce que tout le propos du film c'est de tordre un petit peu le cou aux personnes qui ont tendance à dire c'était mieux avant, je suis pas né dans la bonne époque, etc., ce genre de choses, qui du coup pour moi est quelque chose qui est nocif à penser, parce que c'est quelque chose de profondément pessimiste, et j'ai un petit peu du mal avec tout ça. Et ce film-là fait vraiment un bon taf tout en étant extrêmement divertissant. Il y a vraiment du travail de mise en scène, des plans séquences qui sont assez dingues. Il y a beaucoup de fois dans le film où je me suis retrouvé en me disant mais waouh, comment ils ont fait ce truc, tu vois, genre vraiment parce que du coup il y a par exemple vers le début du film il y a toute une scène où donc elle se retrouve dans ce Soho des années 70 à danser avec du coup le personnage de Matt Smith qui joue dans le passé, qui vit dans le passé, qui a une relation du coup avec le personnage de Anya Taylor-Joy dans le passé, et donc où il danse avec le personnage d'Anya Taylor-Joy en plan séquence, donc sans aucune coupe, et à un moment Matt Smith va passer devant Anya Taylor-Joy, et quand elle va repasser de l'autre côté derrière lui, ça sera l'autre actrice, et le tout en ayant des miroirs dans lesquels l'actrice se reflète en Anya Taylor-Joy, ou quand c'est Anya Taylor-Joy en vrai, dans le reflet c'est l'autre actrice. Enfin vraiment un travail de dingue. Et pareil, donc il y a des visuels beaucoup plus horrifiques que je ne vais pas spoiler, qui sont quand même assez marquants, assez voilà, disons que c'est pas un film c'est un film qui peut faire peur par moment. Pour le coup, moi en tout cas je sais que j'ai été assez surpris. Et du coup, il y a tout le travail du rythme de Edgar Wright, vraiment ce montage digne ouais, c'est du montage, vraiment du rythme pur en fait, en termes de montage.
montage et en termes de cinéma, c'est vraiment un pur plaisir. Un autre gros point fort du film, c'est Matt Smith, du coup, que vous connaissez sûrement pour son rôle dans Doctor Who, le 11e Docteur, qui du coup joue un personnage assez détestable et assez terrifiant pour le coup. Et c'est donc à titre personnel, c'est la première fois que je vois Matt Smith jouer un rôle de méchant, et je sais que c'est pas la dernière fois qu'il l'a fait, mais pour le coup, il fonctionne trop bien en méchant, et franchement, j'en veux plus. Mettez-moi des bons rôles de méchant, parce que les autres rôles de méchant qu'il a eu, c'était dans Marvel, notamment dans Morbius. Je sais qu'il a aussi joué dans une série Game of Thrones, mais je l'ai pas encore rattrapé. Mais du coup, voilà, franchement, Last Night in Soho, si vous voulez vraiment un film vraiment extrêmement divertissant, un peu sombre, etc., genre vraiment très pop, allez-y, vous allez vraiment adorer ce film. Voilà. Ensuite, on va passer à la 7e position avec un film de M. Night Shyamalan, Old, avec du coup Gaël Garcia Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell et Axel Wolf. Dans Old, on suit du coup une famille, un groupe de touristes qui va du coup dans un centre assez luxueux et qui vont se retrouver sur une plage. Petit problème, sur cette plage, le temps s'écoule beaucoup plus rapidement que dans le reste du monde et on peut pas en sortir. Enfin, il y a un truc qui fait qu'on peut pas en sortir. De mémoire, je crois que c'est il y a une année qui passe en 30 minutes. Voilà, donc les personnages vont se mettre à vieillir, les enfants vont devenir très 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 vite des adultes et il va se passer tout un tas de choses assez horribles. Il faut aussi noter que par exemple du coup si vous attrapez une maladie ou une infection, elle va se propager beaucoup plus vite que en fait c'est plutôt les corps vieillissent à cette vitesse là, c'est à dire que le temps les gens vont pas parler en accéléré, c'est juste que leurs corps vont vieillir à la vitesse de 1 année par 30 minutes. Et donc du coup ça va mener à tout un tas de trucs. Par exemple imaginez que je ne sais pas, par hasard il y a un personnage qui soit venu en ayant une toute petite tumeur quelque part, et bien là la tumeur elle va grossir très très vite, presque à vue d'œil, et ça va créer des visuels un petit peu horrifiques. Pareil, imaginez qu'il y ait des gens qui aient des terrains pour des maladies psychologiques, genre par exemple quelqu'un qui est psychotique et qui du coup va avoir un truc de l'équivalent de pas prendre son traitement pendant des années. Ça va mener à des choses qui sont intéressantes, etc. etc. Et donc du coup le truc ça va être de comprendre comment essayer de... Enfin, pourquoi déjà ils se sont retrouvés sur cette plage, parce que visiblement ça a pas l'air d'être un hasard, et comment s'en sortir avec du coup des trucs, des idées visuelles qui font vraiment très peur. Vraiment très peur, qui sont vraiment très inventive. En fait, avec ce pitch-là, il y a plein de questions qu'on se pose, et comment ça se passe pour tel truc, et comment ça se passe pour tel truc. Par exemple, si tu te coupes, à quelle vitesse tu vas cicatriser, ou si tu t'infectes, si ta plaie s'infecte, comment ça se passe, etc. Enfin, tout un tas de trucs vraiment intéressants. Et donc voilà. J'ai beaucoup aimé Old pour le délire horrifique que c'est en fait. Avec ce pitch-là, ils ont vraiment pris tous les trucs que j'aurais fait, les questions que je me suis posées, et ils en ont fait des trucs horribles, et je peux pas vous en dire parce que j'ai déjà donné trop d'exemples en vrai, mais il y a vraiment des idées de fou, et du coup je vous recommande vivement Old si vous voulez vous faire pas peur, mais c'est un petit peu dérangeant quoi, parce que c'est un film qui parle du coup du fait de vieillir, de la peur de vieillir, d'accepter le fait qu'on va mourir, etc. Enfin, c'est plein de thèmes qui me plaisent, mais en vrai je l'intellectualise trop. C'est surtout un divertissement qui est de mais qu'est-ce qui se passe si on vieillit à cette vitesse-là en fait, et que nos corps vieillissent à cette vitesse-là, que les maladies évoluent à cette vitesse-là. C'est super intéressant. Je suis pas forcément fan de la révélation finale, mais pour moi elle a du sens en vrai, elle est dans le ton du film on va dire, et j'aime beaucoup du coup aussi comment les personnages s'en sortent. Voilà, je trouve ça très cool pour le coup. Old, c'est vraiment un film cool. Voilà, horrible, il y a des moments, des visuels qui vont vous rester en tête pendant un moment, mais cool. C'est un film cool, Old. Voilà. Ensuite, on va passer du coup à la 6e position. Ça sent qu'on est dans les films que j'aime bien là. On va parler du coup de Titane de Julia Ducournau avec Agathe Roussel, Garance Marillier, Vincent Lindon,
et Laïs Salamé. Julia Ducournau qui avait fait du coup Grave en 2019 il me semble, et du coup qui revient avec Titane. Titane qui est l'histoire d'une danseuse de tuning qui fait du coup des lap dance sur des voitures globalement, qui va commettre un meurtre, qui va donc être recherché et qui va donc avoir la merveilleuse idée de se faire passer pour un gamin qui a disparu il y a des années, en se cassant le nez pour le modifier un peu, en se teintant les cheveux, et du coup qui va se retrouver accueilli par un Vincent Lindon qui est du coup un père qui a perdu son fils, qui va l'accueillir et qui va très vite voir que c'est pas son fils mais qui va choisir de rien voir comme un déni. Et en fait du coup ce film c'est une histoire de deux personnages brisés par tout un tas de choses qui vont du coup se rencontrer et avoir une espèce de relation de monstre à monstre, chacun de leur façon. Et c'est vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé Titane. C'est assez trash pour le coup, il se passe des choses vraiment assez innommables dans le film, c'est assez particulier, mais il y a trop de choses qui m'ont marqué dans ce film, que ce soit le tout début, cette séance. Ah oui, parce que du coup, le personnage principal a la particularité d'avoir, donc on le voit un petit peu ici, eu un accident de voiture quand elle était enfant, et du coup, elle a une plaque de titane à l'arrière du crâne, ce qui fait qui a donné son nom au titre du film. Et ce traumatisme-là explique en partie sa fascination très viscérale envers les voitures, pour dire ça comme ça, sans trop spoil. Mais du coup voilà, vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de personnages un petit peu étranges et marginaux qui vont tester les limites des uns des autres, et donc voilà, et je sais pas quoi dire de plus parce qu'en fait après on est dans le spoil pur et dur, mais vraiment Julia Ducournau, réalisatrice française qui fait des films qui sont extrêmement marquants, enfin genre Grave c'était déjà quelque chose, Titane on en a passé un step au-dessus, Alpha pour moi c'est plus un pas de côté mais c'est quand même très intéressant, il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup marqué dans Alpha. Et Titane pour moi c'est peut-être son meilleur film pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé Titane, même si c'est un film qui est assez difficile à regarder pour le coup, par les choses qui se passent dedans. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Si vous avez le cœur bien accroché et que vous voulez voir ce qu'on fait de mieux en horreur en France, entre guillemets, d'horreur un petit peu, quand même ça reste horreur auteur j'ai envie de dire, je vous recommande vivement Titane. Et voilà, donc on va pouvoir passer au film suivant. En 5e position, on arrive dans le top 5. Attention. En top 5, nous avons The Innocents, qui est un film dont j'ai oublié la nationalité, mais je crois que c'est un film... Non, je peux pas reconnaître. J'ai pas envie de dire un truc, mais globalement, c'est vers les pays de l'Est de l'Europe. Par du coup Eskil Vogt avec Raquel Lenorca Flotum, Alva Brismino, enfin je vais pas écorcher les noms, Sam Ashraf, Mina Yasmin Besmet, ouais non vas-y c'est bon, j'ai écorché tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est The Innocents? The Innocents, ça se passe dans un endroit où il y a des immeubles, des logements assez modestes, des grandes barres d'immeubles. Et en fait, du coup, comme dans beaucoup de cas dans ce genre d'endroit, voilà, il y a des enfants qui jouent dans les alentours, dans les parcs, dans les parcs qui se trouvent autour, des enfants du coup qui traînent quand ils sont pas à l'école. Et certains de ces enfants, un petit groupe d'enfants, vont se retrouver du coup avec des pouvoirs des pouvoirs surnaturels, bêtement. Donc ça va aller de la télékinésie à être capable du coup de lire plus ou moins dans les pensées. Et il y a un pouvoir en particulier que je ne vais pas vous spoiler parce que c'est on va dire tout l'enjeu majeur du film. Et du coup on suit donc ce groupe d'enfants, et très vite en fait il y en a un qui va développer un pouvoir extrêmement particulier qui va faire qu'il va commettre on va dire des actions plus que répréhensibles. Et en fait les enfants ils sont un peu comment dire, pas laissés à l'abandon mais presque, disons que voilà les parents ils ont comment dire,
si t'es un enfant et que tu vas voir ton père en disant hey machin il a des pouvoirs psychiques et il fait telle dinguerie, il faut faire un truc, tu vois, c'est compliqué, tu vois, genre enfin on va pas te prendre au sérieux, du coup ça crée un truc, et c'est un vrai film d'horreur pour le coup. Celui-là il est vraiment flippant, il y a vraiment des moments des idées d'horreur vraiment assez fortes dans le film, parce que du coup le pouvoir du gamin qui devient l'antagoniste est vraiment genre assez imparable et assez terrifiant, et donc voilà. Le film, je l'ai vu il y a un petit moment, mais je crois que de mémoire, il y a une des sœurs d'un des personnages principaux qui est du coup, enfin qui a un trouble neurologique, je pense que c'est de l'autisme, mais qui est en mode non-verbal total, avec des intérêts très spécifiques et des fixations sur des choses très spécifiques, qui du coup, elle va avoir des sorts... Enfin, je sais plus exactement comment ça se passe, mais grâce au pouvoir de l'un ou de l'autre, elles vont réussir à communiquer entre sœurs et tout ça, c'est assez cool, c'est assez touchant. Voilà, et donc du coup, c'est vraiment, ouais, c'est un peu ouais, des enfants qui vont vivre une espèce d'aventure surnaturelle horrible. Dans le contexte du coup de bar HLM et de petits trucs comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. Le film est extrêmement cruel, et il y a des scènes qui sont vraiment genre difficiles à regarder, surtout au début. Il y a voilà, des gamins enfin qui s'ennuient et qui font des trucs vraiment pas cool, quoi, globalement, genre même moi ça m'est arrivé de faire des petites bêtises, bon pas à ce niveau là, hein, j'avais pas de pouvoir psychique qui me permettait de faire ce genre de choses, mais genre juste des choses ouais, bêtes et méchantes, j'ai envie de dire, que ce soit envers d'autres enfants, envers même des animaux, des choses comme ça, enfin c'est voilà, mais disons que c'est moi je cramais des fourmis à la loupe, tu vois, là dans ce film ça va un petit peu plus loin quand même, et donc voilà, ouais, c'est vraiment, j'ai un très très bon souvenir de ce film, et je vous le recommande si vous avez pas peur. Du coup, bon, il y a un petit peu la barrière de la langue parce que ça sera de la VOST forcément, et ça sera pas en anglais. Je sais, faudrait que je regarde de quelle nationalité est ce film, mais voilà. Je vous recommande du coup vivement The Innocent si vous voulez vous taper un bon coup de flip avec du coup des enfants flippants. Voilà. Ensuite du coup on va passer au top 4. Au pied du podium nous avons suspense, Jujutsu Kaisen 0, et oui, réalisé par Sungo Park avec dans les voix Megumi Ogata, Kana Anazawa, Mikako Komatsu et Tomokazu Seki. Alors, c'est qui ? Bref, c'est pas drôle. Du coup, Jujutsu Kaisen 0, qui est du coup un film adapté du one-shot qui est à l'origine du manga Jujutsu Kaisen. Donc en fait, c'est le one-shot qui a fait que les éditeurs ont dit « Ouais, vas-y, continue ton histoire, on aime bien ». Et donc du coup c'est une histoire qui se tient elle-même, donc vous pouvez regarder ce film là même si vous n'avez jamais entendu parler de Jujutsu Kaisen. Si vous aimez les combats d'animé, ce genre de choses, ça va vraiment vous plaire, je pense. Donc dans l'univers de Jujutsu Kaisen, il y a ce qu'on appelle des fléaux, qui sont des créatures invisibles qui tourmentent les humains, et certains humains sont capables de les voir, on les appelle les exorcistes, et ces humains là ils vont, à une école d'exorcisme, ils vont se former à combattre des fléaux. Et donc du coup on suit Yuta Okotsu qui a un fléau qui est lié à lui, qui s'appelle Rika, qui est du coup plus ou moins le fantôme de son amie d'enfance qui est morte sous ses yeux quand il était tout petit, et ça l'a traumatisé. Et souvent les fléaux naissent des pensées négatives des gens, donc en fait on sous-entend très vite que l'ami d'enfance qu'il a vu mourir sous ses yeux s'est fusionné, on va dire, avec l'âme de son ami et a créé ce fléau qui s'appelle Rika, qui est un démon extrêmement puissant, mais vraiment extrêmement puissant, qui est obsédé par Yuta et l'idée de le protéger. Et donc du coup il est maudit, et du coup il va devoir apprendre à maîtriser un petit peu sa malédiction pour continuer à vivre tout simplement. Et donc parmi les exorcistes, donc du coup il va rencontrer son professeur Satoru Gojo, qui est le plus puissant des exorcistes, ses camarades de classe qui ont tous un passé, on va dire, lié au fléau, et du coup il va trouver, on va dire, une nouvelle place et apprendre à maîtriser tous ces trucs. Et en parallèle du coup il va combattre Suguru Geto, qui est un autre exorciste méchant, lui, qui maîtrise les fléaux. Il peut les absorber et les utiliser
pour tout un tas de techniques et donc voilà. C'est un film d'animé manga shonen classique avec une animation vraiment très qualitative. Et en plus de ça, du coup, c'est un préquel à l'animé Jujutsu Kaisen. Donc, si vous aimez les personnages et tout ça, Yuta, on va pas beaucoup le voir dans l'animé de base, mais si vous aimez l'univers de manière générale, c'est une bonne porte d'entrée du coup pour commencer l'animé. Même si moi, en vrai, je vous recommande de faire la saison 1 de l'animé, le film, et puis la saison 2 et 3 de l'animé. Mais du coup, voilà, trop cool, des combats trop chouettes, vraiment trop bien animés, des designs de fou. Et voilà, il y a une de mes attaques d'animé préférées dans ce film. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime pas les films d'animé qui sont juste 3 ou 4 épisodes collés les uns aux autres. Là, c'est vraiment un film qui est pensé, qui est indépendant, qui fait son truc, un petit peu comme on a pu voir avec Chainsaw Man en 2025. Et donc du coup voilà, j'ai que du bien à dire de Jujutsu Kaisen 0 en fait. Je sais pas quoi vous dire de plus. Regardez ce film en fait. Voilà, si vous aimez un petit peu les animés un peu shonen, un peu Bleach globalement. Voilà. Et l'histoire de Yuta Okkotsu va beaucoup vous rappeler celle de Nagato dans Naruto, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et donc du coup on va passer à la première place du podium, enfin la 3e place du podium. En 3e place, nous avons The Matrix Resurrection avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick et tout un tas d'autres acteurs et actrices très chouettes. Et du coup, c'est réalisé par Lana Wachowski seule, qui n'est plus en duo avec sa sœur Lily Wachowski. C'est du coup le 4e opus de la saga Matrix. On retrouve un Neo qui est de nouveau prisonnier d'une sorte de matrice. En fait, au début, il est présenté comme un espèce de développeur qui aurait développé un jeu vidéo Matrix, et du coup, ça rend les films un petit peu canon dans l'univers. Enfin, c'est un petit peu particulier. Et en fait, très vite, on comprend que globalement, ce qui s'est passé, c'est que ils ont juste créé une nouvelle matrice, une nouvelle matrice qui chope les gens par les émotions, et du coup ça va être tout un nouveau parcours pour processe ses émotions, j'ai envie de dire. Enfin, c'est toute une métaphore de tout un tas de choses. Il y a beaucoup de sous-textes analysés. Le film revient aussi beaucoup sur les mauvaises interprétations qui ont été faites des précédents films, et ça c'est assez savoureux pour le coup. Des gens qui essaient de récupérer politiquement Matrix, il y en a depuis des années de tous les côtés, sans forcément tomber juste à chaque fois globalement. Et donc voilà, ça c'est intéressant. Le côté Warner veut qu'on fasse une suite, etc. Enfin, un petit peu cool. Et en fait, du coup, tout ce film, c'est comment dire ? Si j'ai bien compris, c'est une façon pour Lana Wachowski du coup de faire le deuil de ses parents du coup qui sont décédés, je crois, peu avant le film. Et en fait voilà, techniquement c'est vraiment une dinguerie ce film. Il y a vraiment des visuels de fou. Il y a vraiment trop d'idées tout le temps. Et comme Matrix, c'est pas aussi révolutionnaire que l'a été Matrix quand c'est sorti, mais en vrai ça pourrait, pour des techniques qui ont été utilisées dans ce film, c'est vraiment genre assez dingue de faire des choses et de rester toujours thématiquement toujours aussi pertinent en fait des années après. Et donc voilà, on sent que Keanu Reeves est un petit peu fatigué pour le coup, mais bon, ça colle avec son personnage, donc voilà, c'est un petit peu méta, ça marche bien. Il y a des trucs qui font un petit peu fanservice par moment, genre le fait de revoir le mérovingien, bon, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose au film ? Et donc voilà, et moi j'aime beaucoup du coup la fin du film, la conclusion du film sur comment dire, ce que ça signifie vraiment être un élu dans l'univers de Matrix, et ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé comment c'est montré, et en fait c'est un truc tout con, vraiment un truc tout con visuellement, je veux dire, en termes d'image, en termes de mécanique, je sais pas comment expliquer, en termes de scénario, c'est un truc tout con, mais ça fonctionne trop bien, et j'aime beaucoup voilà, cette fin extrêmement cool. Voilà, je suis assez positif moi sur ce 4e opus de Matrix, même si sur le coup quand j'étais sorti de la salle j'étais un petit peu circonspect. Je pense que c'est un des meilleurs de la saga. Je pense que je préfère quand même le premier pour le choc que ça m'a apporté dans mon cœur. Il est très cher à mon cœur, mais
Celui-ci est vraiment genre trop cool aussi. Voilà. Je vous recommande vraiment. En fait, il a entièrement sa place dans la saga. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que souvent les gens s'arrêtent au premier Matrix, mais le problème de s'arrêter au premier Matrix, c'est que le propos de Matrix, il est vraiment sur une trilogie. Et j'avais peur en allant voir ce film que pour moi tout avait un peu été dit autour de Matrix. Mais là, en fait, disons que ça parle encore d'autre chose. Et disons que ça parle de façon beaucoup plus intime de tous les thèmes de Matrix. Et je trouve ça beaucoup trop cool. Donc voilà, Matrix Résurrection, ce n'est pas un film à ignorer quand vous rattrapez la saga Matrix. Voilà. Ensuite, en deuxième position, nous avons Mad God de Phil Tippett. Alors, Phil Tippett, non, c'est bien ça. Oui, je l'ai bien dit. Alors, Mad God de Phil Tippett, c'est un film d'animation, principalement en stop motion, réalisé par Phil Tippett. Donc Phil Tippett, si vous ne savez pas, c'est un des apprentis de Jason et les Argonautes, tous les trucs en stop motion incroyables. Et donc du coup, Phil Tippett, il a commencé là-dessus et en fait, il a fini par faire tous les trucs en stop motion. Donc dans les films Star Wars, notamment dans le Rancor, enfin le Rancor, la bête, le Rancor, Jabba the Hutt, tout ça, c'est lui. Donc c'est vraiment très animatronique, stop motion, ce genre de choses, très visuel, très effet pratique pour faire du coup des monstres et des choses comme ça. Et donc en fait, Mad God, on suit un personnage énigmatique qui va du coup descendre dans les profondeurs d'une terre post-apocalyptique, cauchemardesque, vraiment très crade. C'est tout un trip visuel qui parle de plein de choses. C'est muet et c'est un film qu'il a pris du coup vraiment des années à faire, donc il y a des visuels vraiment très datés qui se côtoient avec des visuels beaucoup plus actuels. Il y a des passages en live action qui peuvent un peu dérouter, ça part vraiment dans tous les sens, mais c'est vraiment genre un trip visuel et sensoriel qui va forcément vous toucher à un moment ou à un autre. C'est assez gore par moments, c'est très dérangeant, il y a beaucoup de trucs très biomécaniques, organiques, un peu sales, et donc moi j'adore ce genre d'esthétique et c'est assez dingue. Le travail du sound design est assez fou aussi, et vraiment genre juste pour le délire visuel que c'est, je vous le recommande parce que c'est vraiment genre un film comme on en voit trop peu. Et donc voilà, vraiment Mad God, j'aurais adoré pouvoir le voir en salle, malheureusement je l'ai loupé parce qu'il y a eu très peu de séances, mais c'est vraiment c'est vraiment hallucinant tout le travail qu'il y a derrière, et je comprends pourquoi ça lui a pris 30 piges. Il y a des effets encore aujourd'hui, je me demande un peu comment il a fait, genre par exemple à un moment il y a une marionnette qui est filmée avec des parties de la marionnette qui flottent comme si elle était un petit peu sous l'eau, et j'imagine que du coup ça a été filmé dans une cuve et que du coup ça a été détouré et placé devant, mais en même temps elle a l'air vraiment dans son décor, donc tu vois, il y a plein de petites choses comme ça, et c'est vraiment genre visuellement c'est fou, genre c'est dinguissime tout ce qu'il y a dans ce film, genre c'est waouh. Genre voilà, j'adore, je suis fan de ce genre d'esthétique, vraiment un peu organique, dérangeante, un peu sale, un peu vraiment genre des trucs qui chuintent et qui sont genre recouverts de liquide où tu sais pas ce que c'est. Il y a des idées visuelles de fou, des environnements qui sont vraiment genre vraiment très particulier, mais vraiment genre c'est vraiment une vision d'artiste quoi. C'est fou, c'est dinguissime, et j'ai jamais vu ça, et je pensais pas que des fois il y a des films qui redéfinissent un peu ce que pour moi peut être un film, et celui-là en fait partie clairement, parce que c'est vraiment genre le boulot derrière ce truc, chaque maquette, chaque marionnette, chaque figurine qui a été faite pour la stop motion, etc. Enfin, c'est vraiment dingue, et je ne peux que vous recommander Mad God si vous voulez un truc comme vous n'avez jamais vu. Comme je vous ai dit, il y a des trucs qui sont un petit peu dégoûtants, donc pas forcément avoir mangé avant, mais vraiment voilà, Mad God, je peux que vous recommander. Voilà. Et du coup, on va arriver au top 1, et du coup, le top 1, pour moi, le meilleur film sorti en 2021 que j'ai vu, mais je l'ai pas vu en 2021.
Et du coup, attendez 2 secondes. Hop. Comme c'est la tradition, je l'ai acheté en DVD. C'est Annette de Léos Carax. Alors, Léos Carax, pas Léos Carax, on n'a pas le même prénom, même si je serais fier de partager le même prénom que ce réalisateur. Du coup, avec Adam Driver, Marion Cotillard et Simon Helberg et Devin McDowell. Annette, qu'est-ce que c'est ? Annette, c'est une comédie musicale, c'est un drame, c'est une histoire d'amour, c'est plein de choses. C'est une comédie musicale dont les musiques sont faites par les Sparks, immense groupe de rock, pop, électro anglais. Et du coup, c'est réalisé par Léos Carax, un réalisateur français, avec un casting international, du coup, donc avec Adam Driver et Simon Helberg, qui sont des acteurs américains. Et donc, du coup, on suit Henry McHenry, qui est un humoriste qui fait de l'humour extrêmement trash, extrêmement border, extrêmement noir, qui du coup va rencontrer une chanteuse d'opéra qui, elle, est un peu présentée comme un ange, une figure un peu pure et genre éthérée, et du coup qui vont avoir une histoire d'amour et qui vont avoir un enfant qui va s'appeler du coup Annette. Annette qui va du coup se retrouver au milieu d'un triangle amoureux, parce qu'on va très vite apprendre dans le film qu'il y a un troisième larron qui est joué par Simon Helberg. Simon Helberg, si vous voyez pas qui c'est l'acteur qui joue Howard dans The Big Bang Theory. Ça m'a surpris de le voir dans ce film, mais apparemment c'est un acteur qui est vraiment reconnu pour le coup, et je confirme. C'est une comédie musicale, donc qui dit comédie musicale dit chanson. Et qu'est-ce qu'il y a des chansons dans ce film ? Il y a tellement de chansons, il y a des chansons que je réécoute encore aujourd'hui, notamment à la toute fin. Et en fait, vous vous dites, oh, c'est l'histoire d'une famille qui se fonde avec un triangle amoureux, c'est pas grand chose de plus. Mais si, déjà dans sa forme, le film est assez déroutant, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu particulières. Par exemple, Annette, c'est une poupée. Pendant tout le film, c'est une marionnette. Ce n'est pas joué par un acteur enfant, c'est une marionnette. Et en fait, il y a plein de façons d'interpréter ce film, je pense. Mais moi, la façon qui me touche le plus, et je pense que c'est aussi pour ça que le film m'a énormément plu, c'est que c'est un film qui parle de création artistique au sens large, où du coup on va avoir le personnage de Marion Cotillard qui va représenter du coup le côté inspiration tel que on l'imagine souvent en mode un truc un peu éthéré, un peu magique, un peu intouchable, un peu abstrait presque, parce que le personnage de Marion Cotillard est relativement... Enfin, il est très important dans le film, mais il est beaucoup moins présent, par exemple, que le personnage de Henry McHenry, qui est joué par Adam Driver, qui du coup, lui, va représenter le côté art-pulsion, un peu bestial, un peu créé dans la souffrance, extraire avec douleur quelque chose de soi pour en faire une œuvre. Et donc du coup, la rencontre des deux, ça crée Annette, du coup, qui est cette œuvre. Et Simon Helberg, l'acteur, et du coup c'est un pianiste qui accompagne le personnage de Marion Cotillard, j'ai oublié le nom, je sais plus, Anne, ah oui voilà, elle s'appelle Anne du coup, et c'est pour ça qu'ils appellent leur enfant Annette, et donc qui joue du coup le pianiste qui devient après chef d'orchestre, parce que c'est un prodige de la musique, et du coup lui qui participe tout autant à l'éducation de Annette et à la faire devenir ce qu'elle devient. Lui, il représente plutôt, on va dire, l'expertise technique qu'il faut pour créer une œuvre d'art, en fait. C'est-à-dire que si moi, demain, j'ai une idée de film, j'ai beau savoir poser une caméra, faire un peu de lumière, etc., mon expertise technique, elle est un petit peu limitée. Et du coup, en tout cas, la thèse du film, c'est que c'est ces trois aspects-là qui, en entrant en conflit, en se mariant, en se mélangeant les uns aux autres, vont donner naissance à quelque chose de beau, en l'occurrence, du coup, Annette. Donc, qui est du coup aussi le nom du film. Donc c'est ce qui aussi me fait me dire que tout ça c'est une métaphore de la création, par exemple d'un film, et du coup vraiment la collaboration entre de l'expertise technique et des pulsions créatives globalement, et donc voilà, j'aime énormément ce que raconte le film, j'aime énormément les chansons. Il y a ce qui est probablement pour moi un des cuts, vous savez, un cut c'est tout bête, hein, c'est quand ça coupe d'un plan à l'autre, mais il y a pour moi un des cuts qui m'a le plus marqué de l'histoire du cinéma dans ce film, genre bien au-dessus même que d'un certain cut dont j'avais parlé dans The Zone of Interest, vers le tout début du film, dans une chanson qui s'appelle We Love Each Other So Much. Voilà, il y a trop de chansons que j'aime beaucoup.
je redoute souvent les scènes d'accouchement parce que moi c'est un truc dont je suis un petit peu phobique, mais là cette scène d'accouchement, je l'avoue que je la trouve extrêmement cool et la chanson de la scène d'accouchement est vraiment très très cool. Il y a des visuels qui font un petit peu dérangeants aussi. Je pense à un moment aussi où comment dire, le film est pas clair sur si c'est quelque chose qui s'est vraiment passé ou pas, mais il y a toute une scène où il est suggéré que Adam Driver, de son mètre 80 et de sa carrure, s'est assis sur son bébé, et c'est très étrange. Genre le visuel autour de ça est un petit peu particulier. Et voilà, donc Annette, ouais, c'est vraiment, honnêtement, hein, c'est un film qui pourrait aller dans un top 5 de tous les temps pour moi. C'est vraiment un film exceptionnel. Et donc voilà, donc je ne peux que vous le recommander. Pareil, c'est un petit peu comme Mad God, vous n'avez jamais vu ça. Voilà, et si jamais vous hésitez, je vous invite à aller voir So May We Start, qui est la première chanson du film, qui fait office d'introduction, qui donne le ton, on va dire, sur ce qu'est le film et sur jusqu'où il est capable d'aller. Et donc voilà, donc c'est vraiment un film qui restera dans mon cœur vraiment pendant des années. Et voilà, on a fini pour ce petit tour d'horizon des films sortis en 2021, parce que du coup, par exemple, Annette, je l'ai vu en 2024. Et donc voilà, je vais du coup vous remercier d'avoir regardé. C'est la fin de la présentation. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce format vous a plu, j'espère que mon diaporama vous a plu, j'espère que j'ai été un bon hôte, j'espère que vous avez aimé ma tenue aussi, parce que quand même j'ai fait un petit effort. Et donc voilà, et on va essayer de faire ça du coup pour d'autres films, d'autres années. Et du coup je vous dis à une prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.